Alors, donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire sur le niveau bâtiment basse consommation en rénovation. Comme d'habitude, le webinaire est enregistré, donc que ce soit vos questions dans le chat ou la présentation et notre vidéo, et vous pourrez la retrouver en replay sur les chaînes YouTube de l'ALEC et de la Maison Énergie Habitat Climat. Le lien vous sera envoyé voilà, dans quelques jours. Euh, voilà, s'il y a des éléments sur lesquels on passe un petit peu rapidement ou que vous n'avez pas forcément toujours compris, vous pourrez les regarder par la suite. Alors, par contre, il y a un écho. Ouais. Il faut vraiment désactiver votre son, tout le monde, en bas à gauche, désactiver l'audio. Je sais qu'après, sur les téléphones, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, ça va vraiment être un son. S'il y a un écho pendant toute la présentation, ça va être compliqué. Euh, ok, donc ça, c'est bon. Euh, donc, donc nous, comment on va se présenter ce webinaire? Donc il va y avoir 5 minutes sur les définitions de quoi on parle, BBC Réno, quelles sont les limites, voilà, quelles sont les- les limites de ça. On va parler d'audit et de DPE, puisque c'est ça, comment on définit aussi le BBC, c'est avec ce genre d'outils. On va parler de la gestion de projet, quelles sont les étapes à suivre. Un exemple d'une rénovation BBC avec voilà, un exemple chiffré. Et après, les aides financières qui peuvent aussi appliquer avec un petit focus sur 2024, même si on n'a pas encore tous les éléments. On va pouvoir déjà vous donner des informations sur on va dire l'esprit des aides financières en 2024. Et puis après, comme je vous l'ai dit, hein, il y a un large temps avec des questions-réponses où on essaiera de répondre à toutes les questions que vous vous posez durant et après aussi le webinaire. Donc, pour se présenter, donc nous qui on est, donc moi je suis Olivier Blovac de la Maison Énergie Habitat Climat, donc sur Aix-en-Provence. Mon collègue Antoine, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Donc moi c'est Antoine Alberto de l'Agence locale de l'énergie et du climat sur Marseille et ses environs. Voilà, donc nous tous les deux on est conseillers du réseau France Rénov, que la majorité d'entre vous connaissent a priori. Donc on est service public de la performance énergétique et on est là pour accompagner gratuitement les particuliers dans leur projet de rénovation, que ce soit sur des maisons individuelles, sur des copropriétés, sur la partie technique, sur la partie financière, pour améliorer le parcours de rénovation. Et puis, on a aussi normalement un professionnel qui devrait nous rejoindre par la suite, donc Lenny, qui pourra se présenter lorsqu'il sera là. Alors là, il est coincé dans les bouchons, donc on espère que ça pourra le faire au moment des questions-réponses, puisque normalement, il est prévu voilà, qui puisse notamment nous aider et nous accompagner dans la réponse à toutes vos questions. Donc voilà, on espère que ça pourra le faire et qu'il pourra nous rejoindre à la fin. De toute façon, sinon, on essaiera de répondre au plus de questions possible. Et puis à la toute fin, on gardera peut-être les questions les plus, les plus adaptées à lui pour qu'il réponde. Et puis vraiment, au pire des cas, s'il ne peut pas nous rejoindre, on lui transmettra les questions. Et puis dans le mail qu'on vous transmettra à la fin, on fournira des réponses précises à toutes les questions. Euh, ok, donc là il y en a d'autres qui arrivent. Allez. Donc là, ça j'en ai déjà parlé. Donc l'Agence locale de l'énergie et du climat et la Maison Énergie Habitat Climat, on accompagne les gens. On travaille aussi avec l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, qui renseigne aussi plus spécifiquement sur la partie juridique fiscale. Et donc tout ça se regroupe sous ce qui s'appelle Allo Rénov Énergie, qui est un guichet unique avec le numéro. Et donc, quelle que soit votre commune, à partir du moment où vous êtes sur le département des Bouches-du-Rhône, en tout cas sur la métropole, vous pouvez appeler ce numéro et vous serez mis en relation en fonction de votre code postal et de votre question avec l'interlocuteur adapté. Voilà, du coup, je vais laisser mon collègue parler de la partie définition du BBC. Donc bien bonjour à tous. Alors donc pour commencer, petite précision sur ce qu'est ce fameux label BBC. Donc
vous saurez à peu près tout ce que ça veut dire. Donc, bâtiment basse consommation, sous-entendu basse consommation énergétique. Donc, ça va désigner un bâtiment pour lequel la consommation énergétique nécessaire, pour le chauffage par exemple, sera significativement plus basse que celle des habitations standards. Donc, c'est un label français créé par un arrêté en mai 2007 relatif au contenu d'attribution du label haute performance énergétique. Et ce référentiel a été établi par l'association française Effinergie. En tout cas, il est géré aujourd'hui par Effinergie. On va voir ce qu'est Effinergie plus tard. Et donc, pour prétendre à ce label, un premier chiffre, la consommation d'énergie primaire doit être inférieure à 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et donc, pour la diapo suivante, on va voir en quoi ce chiffre est important. Donc, si mon collègue va vous parler de DPE et d'audit, déjà une petite précision. Donc, si vous avez entamé ou déjà fait des travaux de rénovation, vous êtes au moins renseigné sur l'obtention d'aide financière, vous avez forcément entendu parler de primes, par exemple, pour l'atteinte du niveau BBC. Donc là, on parle d'un niveau lié au DPE, donc l'étiquette A ou B, où vous devez atteindre au moins 110 kWh par mètre carré par an. Le label BBC est plus exigeant. Donc pour l'obtenir, il faudrait être en dessous de 64 kWh par mètre carré par an en PACA, en région PACA. Donc comment on obtient ce chiffre? En appliquant un coefficient, c'est la carte que vous avez à droite. Donc dans notre région, c'est un coefficient de 0,8. Il est le même pour tout le pourtour méditerranéen. Et de fait, en fonction de l'altitude également, il faudra le corriger avec un autre coefficient. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des premiers chiffres. Et donc ici, le message concrètement, c'est qu'actuellement, la réglementation et les aides financières qui incitent à effectuer ces travaux de rénovation sont basées sur des performances assez en dessous du niveau correspondant à cette fameuse basse consommation, ou en tout cas basse consommation réelle. Donc si vous pensez rénover votre maison, pensez à bien traiter chaque élément du bâti de la manière la plus performante possible. L'idée, c'est de ne pas tuer le gisement d'économie d'énergie. C'est plutôt explicite sur ce graphique. Donc sur un bâtiment existant, assez déperditif, on va avoir un gisement potentiel. Et la part perdue peut être assez importante. Et de fait, si demain, dans 5 ans, 10 ans, vous voulez faire d'autres travaux pour atteindre ce fameux niveau, l'objectif, c'est quand même 2050, un parc de logements BBC. Vous aurez perdu cette part de gisement et il peut être compliqué derrière d'atteindre, disons, facilement ces niveaux-là. Donc, tu peux passer à la suivante. Ouais. Est-ce que juste des personnes peuvent nous confirmer que vous nous entendez bien? Parce qu'apparemment, il y a une personne qui ne nous entend pas. Donc, Ah. est-ce que quelqu'un nous entend? Sinon, Oui, oui, oui. oui, on vous Ok, entend. parfait. Ok, Enfin, je vous Euh, entends, je vous Ouais, entends. moi je vous entends très bien aussi. Parfait. Bon. parfait. Bon, Oui, je je crois. l'entends parfaitement aussi. Allez, alors je continue. Donc, je vous ai brièvement parlé d'Effinergie. Donc, pour expliquer d'où vient ce label et pour comprendre ce qu'est Effinergie, à ne pas confondre avec EFI, tout court. Euh, donc, ce label a été lancé par l'État en 2009 et repris, donc confié à Effinergie depuis. Et en gros, le label est délivré par des organismes certificateurs indépendants depuis le début des années 2010. Donc Effinergie ne propose pas de certification. Par contre, elle est là pour accompagner la rénovation énergétique. Donc elle va fournir des outils, des ressources et des conseils pour aider les particuliers et les professionnels à concevoir des bâtiments performants. Donc je vous ai mis en exemple quelques logos de labels certificateurs, donc CERCAL, etc. Il y a également CECAMI, prestataire, pour la certification des bâtiments tertiaires. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Ensuite, donc, juste pour vous offrir un petit historique autour de ces labels et surtout de la réglementation qui l'accompagne. Donc difficile de
tout maîtriser, surtout de tout vous présenter, mais donc si les principes de base d'une maison, on va dire efficiente, le mur passif, l'utilisation du soleil, etc., ça devrait remonter a priori à l'Antiquité. Depuis, on bénéficie de savoir, de matériaux nouveaux, forcément. Donc avec ces avancées, des bâtiments sobres en énergie, voire passifs, existent, ce que j'ai vu depuis les années 70, en l'occurrence depuis le Canada, qui aurait inspiré le mouvement Passive House, donc venu d'Allemagne dans les années 90, et qui nous offre en fait la première certification d'une maison passive. Mouvement qui a lui-même évidemment inspiré d'autres mouvements. Et donc pour arriver aujourd'hui, aux dernières années, et faire un saut rapide dans le temps, donc on a le label BBC 2005, donc voté en 2007, qui fixait une consommation pour les logements neufs, je précise neufs, de 50 kWh par mètre carré par an. Donc ça depuis 2007. Dans la continuité de ce label, en 2009 est décrété le label BBC Rénovation, mis à jour en 2012, en lien avec la RT 2012, donc la réglementation thermique 2012, qui fixe, elle, une consommation de 80 kWh par mètre carré par an. C'est le fameux chiffre que je vous ai expliqué en tout début de présentation. Donc, depuis 2022, il existe le label BBCA, plus ambitieux en termes de consommation. On tourne autour de 60 kWh par mètre carré par an en rénovation. Il existe évidemment un label pour les bâtiments tertiaires. Euh, et, euh, et- et- et il existe également un label pour les bâtiments. Les dernières règles applicables sont donc la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, et le label BPOS, donc bâtiment à énergie positive. Donc fini le terme thermique, on passe au terme environnement, ce qui veut dire qu'on ne prend plus seulement en compte les consommations, mais aussi le bilan carbone, le cycle de vie des matériaux, etc. On verra peut-être ça un peu plus en détail après. Donc à savoir également que le label BPOS est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments neufs. Et donc, pour conclure cette première partie, il faut savoir que toutes ces valeurs qu'on vous présente ne doivent pas être considérées comme un objectif en soi. Un certain nombre de bâtiments, de maisons ont le potentiel pour atteindre ce niveau BBC, ou en tout cas le niveau BBC du neuf, soit 50 kWh par mètre carré par an. Et comme l'indiquent les chiffres à l'écran, pour atteindre les objectifs BBC et de fait la neutralité carbone, il faut diviser les consommations des bâtiments, donc c'est une moyenne, par 3 ou 4. Donc on essaie de ne pas se priver et de faire mieux si on peut faire mieux. Ok. Alors, moi, je vais enchaîner sur la partie. Donc là, on vous a présenté un peu les chiffres et donc on a parlé pas mal de 80 kWh par mètre carré par an pour définir un peu ce que c'était le BBC. Moi, j'ai envie de. Voilà, si on prend un bâtiment voilà, très performant, comme vous pouvez le voir, qu'on ne le chauffe pas du tout et qu'on a une température à 14 degrés, ben, ce bâtiment, en fait, concrètement, il va consommer moins de 80 kWh par mètre carré par an. Pourtant, est-ce que ça en fait un bâtiment BBC? Ben, non. Pourquoi donc du coup je prends cet exemple-là? C'est pour appuyer sur le fait que ces 80, donc tous les chiffres dont on a parlé, les 64, les 80, les 100, les 50 kWh par mètre carré par an, c'est c'est en théorie, voilà, c'est des calculs théoriques. Et donc, il y a à chaque fois des hypothèses. Donc, on prend un bâtiment et donc on a des hypothèses de consommation. Donc, on va chauffer le bâtiment à une certaine température, on va avoir un certain mode d'occupation. Et donc, tout ça, c'est assez important pour comparer des bâtiments entre eux. Donc, justement, ces hypothèses-là, quelles sont-elles? Donc, la température de consigne, déjà, effectivement, elle est à 19 degrés. Donc, on considère que le bâtiment est chauffé à 19 degrés. Et on considère aussi les apports des occupants. Donc, voilà, c'est des équipements extérieurs. Donc, ces apports-là participent aussi au chauffage par des apports gratuits.
il y a 8 zones climatiques différentes. Donc nous, on est en zone H3, c'est la zone la plus considérée comme la plus clémente, donc, avec le climat le plus clément en France. Donc 8 zones climatiques différentes. L'hypothèse, c'est qu'il y a 16 heures par jour d'occupation en semaine et 24 heures le week-end. Et donc, durant ces 8 heures d'inoccupation en semaine, la consigne est à 16 degrés. Donc ça, pour bien comprendre, c'est que voilà, une personne, un bâtiment qui est censé consommer, on va dire, 100 kWh par mètre carré par an, si les occupants ne sont là que un ou deux jours par semaine, ou qui sont moins là, plus là, etc., forcément, ça va changer les chiffres du DPE, ça va changer les chiffres de leur consommation. Par contre, le DPE, lui, il va toujours rester le même, puisque il y a bien des hypothèses définies et qui sont fixes. Pareil pour le shot sanitaire. En fait, le shot sanitaire, c'est même un petit peu plus compliqué. C'est qu'en fonction de la surface du logement, on définit un nombre moyen d'occupants. Donc, par exemple, si le logement fait entre 0 et 30 mètres carrés, on va définir peut-être une personne. S'il fait entre 30 et 60 mètres carrés, ça va être deux personnes, etc., etc. Et après, en fonction du nombre de personnes qui est défini par la surface, on va définir une quantité d'eau chaude nécessaire. Donc, c'est 56 litres d'eau chaude par jour et par occupant. Donc là, pareil, si on est beaucoup plus, ben, on va consommer beaucoup plus d'eau chaude, mais voilà, c'est l'hypothèse, c'est en fonction des mètres carrés de la surface. Et il n'y a pas de prise en compte du vieillissement des matériaux. Donc voilà, les isolants, que, que les isolants aient été mis l'année dernière ou il y a 20 ans, euh, le logiciel, le calcul, ne va pas en tenir compte spécifiquement. Même si en réalité, forcément, il va être un petit peu moins performant s'il y a eu du tassement, s'il y a eu des choses comme ça. Et dernière chose aussi qui est importante de comprendre, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'énergie primaire, énergie finale. Tout à l'heure, Antoine en a parlé sur la partie d'idée de ce 80 kWh énergie primaire par mètre carré par an. En fait, ça, c'est sans rentrer dans le détail, mais c'est qu'en gros, l'électricité, il y a un malus au niveau des DPE, au niveau des audits, au niveau des calculs, qui a un coefficient de 2,3 qui s'applique. Et donc, une même maison, si elle est chauffée avec des radiateurs électriques ou si elle est chauffée avec d'autres systèmes, des chaudières ou autres, des pompes à chaleur, va pas avoir la même note du fait de ce malus d'énergie primaire, énergie finale. Et le DPE tient compte du coup de ce malus, et c'est pour ça que les logements chauffés électriques souvent ont des notes bien plus faibles que les autres logements. Euh, donc ça, c'était pour présenter un peu les hypothèses. Là, du coup, je laisse mon collègue Antoine reprendre cette Ouais. partie-là. Donc, les consommations, les chiffres, c'est bien. Mais à un moment, entrons dans le vif du sujet. Comment on fait donc, pour atteindre ce fameux label? Donc, une maison BBC conçue pour réduire le recours aux énergies primaires tout en permettant de bénéficier d'un bon confort thermique. Euh, Donc pour ça, tous les paramètres doivent être étudiés, on l'a vu, des matériaux bien choisis, en l'occurrence pour leur faible empreinte carbone, leur performance thermique bien sûr, mais aussi jusqu'à la conception bioclimatique, question qu'on verra juste après. Donc comme en rénovation, on va dire classique, la première question, ce sera l'enveloppe du bâtiment. Et comme il est primordial que votre logement affiche une parfaite étanchéité à l'air pour atteindre ce label et ce confort, donc vous devrez même privilégier a priori l'isolation par l'extérieur qui permettra de supprimer l'ensemble des ponts thermiques. Il faudra travailler sur l'épaisseur évidemment adéquate des matériaux. Elle va varier en fonction de la nature, de la partie de maison à isoler, les murs, le plancher, etc. On devrait être exemplaire également sur ce qu'on va définir comme les interfaces, donc la jonction entre les murs et la toiture, les murs et les fenêtres, etc. Pour la question de l'empreinte carbone, je l'ai dit. Donc là, comment on fait? On opte pour des matériaux biosourcés, par exemple, et surtout, on va favoriser les circuits courts. Évidemment, pour éviter toute déperdition au niveau des ouvertures, il est évidemment fortement conseillé d'avoir du double vitrage. Pour être encore peut-être plus spécifique,
ce fameux label donc, précise que la mesure d'étanchéité, donc ça c'est une étape nécessaire à la certification en fin de travaux, c'est le fameux indice Q4, ne doit pas dépasser 0,6 m3 par heure par mètre carré. Donc pour les logements individuels, donc là on parle de la valeur du taux de fuite, et sur une maison, pour vous donner un exemple, peu ou pas du tout isolé, on va être sur du 2 m3 par heure par mètre carré. Donc il faut diviser par plus de 2 cette donnée. Donc ensuite devrait être traitée la question de la ventilation, qui va être là pour le coup indispensable pour réduire l'humidité, assainir, renouveler l'air intérieur. Une maison BBC de fait, par son étanchéité à l'air, va avoir un besoin crucial d'être ventilée. Le problème, c'est que c'est un poste qui va parfois présenter de grandes déperditions énergétiques, ou en tout cas qui va en ramener. Une VMC classique va apporter avec elle, donc par les aérations présentes aux fenêtres sur vos doubles vitrages, du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Donc on va augmenter nos consommations pour donc soit réchauffer, soit refroidir. Donc pour pallier à ce problème, il existe les VMC double flux. Donc c'est une ventilation qui va extraire l'air intérieur et insuffler dans la maison un air neuf, dépollué, même réchauffé grâce à des dispositifs d'échangeurs thermiques. Bon, il faut savoir que dans notre région, on vit plutôt dehors, les fenêtres ouvertes, donc on ne va pas forcément le conseiller même dans des rénovations globales. Donc on se concentrera plutôt sur des éco-gestes comme se protéger la journée, ventiler la nuit. Après, ça peut quand même être un système intéressant, même chez nous. Si par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir vos fenêtres pour des questions, je sais pas, de bruit, de sécurité par exemple, ou si vous souhaitez atteindre le statut de maison passive, vous pourrez difficilement vous en passer. Donc, bon, là encore, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous faire conseiller, à venir vers nous ou vers d'autres entreprises pour avoir plus d'informations là-dessus. Donc une fois qu'on a traité cette enveloppe et cette ventilation, vient la question du système de chauffage et surtout des énergies renouvelables. Donc une fois que tous ces critères d'étanchéité sont remplis, que l'on a une maison peu consommatrice, on va pouvoir choisir son système de chauffage et mettre à profit de fait les énergies renouvelables. En l'occurrence, le premier qui viendrait à l'esprit, ce serait le solaire. Donc évidemment, le photovoltaïque, si on cumule les besoins en électricité. Pensez également au solaire thermique pour alimenter votre maison en eau chaude sanitaire ou distribuer dans un système de chauffage, sur PAC par exemple. Puis pourquoi pas l'éolien, si vous avez un champ à votre disposition, c'est pratique. L'hydraulique, si vous avez une rivière. Le bois également, si vous optez pour un système de poêle performant, il existe tout un tas de systèmes au bois qui fonctionnent très bien. Et j'en oublie sûrement, mais là aussi, donc chaque projet a ses spécificités. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous faire conseiller. Pour la diapo suivante, donc je parlais de conception bioclimatique en maison passive et je rapproche la maison passive à ce label BBC parce qu'on s'en rapproche fortement. Donc la conception même de la maison va permettre de réduire les besoins en énergie. Donc pour rappeler un petit peu les principes bioclimatiques, on peut en considérer trois, donc la sobriété énergétique, l'harmonie avec l'environnement et le développement durable. Donc pour ça, il faudra prendre en compte le contexte de la parcelle, dans quel climat on vit, quel relief j'ai à ma disposition, la question des vents dominants, etc. C'est évidemment des questions plus faciles, plus évidentes à mettre en œuvre quand on est sur une construction neuve. Mais si par exemple vous êtes en cours d'achat, que vous avez une maison, que vous souhaitez casser des murs pour gagner de la place, ça peut être le moment de réfléchir à la redistribution des pièces. Donc là, on voit l'avant-après, l'ensoleillement donc au sud, on se retrouve avec 2 chambres avant côté sud. On arrive à inverser donc toute cette disposition, à rationaliser même la distribution d'eau chaude
tout en ne déplaçant pas ce bloc qu'on peut appeler humide. Donc voilà, il y a des choses assez simples à faire pour profiter de cet ensoleillement et de la configuration de nos maisons. On peut recalibrer comment dire, la surface de vitrage. Si trop petit, on agrandit. Si trop grand, on rétrécit. On va considérer pour le vitrage qu'il faut au moins 1/6 de la surface habitable en façade sud, pardon, pour réduire significativement les besoins en chauffage. Donc ensuite, il faudra évidemment penser à la circulation de l'air. Je parlais de VMC, mais il y a aussi la circulation de l'air naturel. Dans nos régions, on va la plupart du temps privilégier ou en tout cas chercher une surventilation nocturne. Sur maison individuelle, il y a des systèmes, donc comme sur le schéma, des puits canadiens. On peut également optimiser l'aspect traversant d'allongement. On peut avoir une maison avec des ouvertures dédiées au sud et rien au nord. C'est dommage. Donc on peut réouvrir au nord et avoir un logement vraiment traversant et qui va privilégier la circulation de l'air. Comme je disais, si vous avez la chance d'avoir un peu de terrain, il est également intéressant de penser à la végétalisation du bâti et de la parcelle, donc avec des espèces adaptées au climat local, feuillage caduc, persistant, etc. Tout ça, c'est des questions qui paraissent anodines, mais qui restent intéressantes. J'ai un bruit très bizarre. Ouais, je vais gérer ça. Hop, normalement c'est bon. Euh, Bon, voilà, en tout cas, c'était quelques principes que je voulais vous présenter et qui vont être quasiment indispensables si on veut s'assurer donc un certain confort en toute saison, au-delà donc des aspects d'isolation, de système de chauffage, de photovoltaïque. Euh, Si on veut s'approcher de la notion de maison passive, il faut penser à tout ça. Hop. Justement, donc si on fait un zoom un peu sur un poste dont on a parlé qui est assez important, sur l'isolation, donc concrètement sur l'isolation, qu'est-ce que ça change le niveau BBC par rapport, on va dire, à une isolation entre guillemets classique? Ouais. Donc là, on voit sur les différents postes d'isolation, donc les toitures terrasses, les autres toitures, on va dire, donc les toitures, les combles perdus souvent, on va appeler ça comble perdu ou rampant, les murs, les sols sur l'extérieur ou sur terre-plein. En rouge, on va dire, des valeurs, on va dire standards, et ça correspond aussi notamment aux valeurs que l'on va demander pour obtenir les aides financières. Si je prends le cas des murs, les murs, on demande. Donc là, ce que j'ai pas dit, oui, l'échelle est en mètres carrés Kelvin par watt, c'est ce qu'on appelle le R, la résistance thermique. La résistance thermique, qu'est-ce que c'est? Facilement, en fait, il suffit de regarder le- l'unité. En fait, c'est combien de mètres. Si on a une différence de degrés, donc de température de 1 degré, donc 1 degré Kelvin ou 1 degré Celsius, peu importe, si on a une différence de 1 degré de part et d'autre d'une paroi, combien il faut de mètres carrés pour qu'il y ait 1 watt qui traverse cette paroi? Donc, avec un R de 10, par exemple, ben, il faut qu'il y ait 10 mètres carrés pour qu'il y ait 1 watt de transfert de chaleur. Avec un R de 1, ben, il suffit de 1 mètre carré pour qu'il y ait 1 watt de transfert de chaleur. Et donc, on cherche à avoir le R le plus grand possible pour réduire les flux de chaleur. Et donc, pour les murs, ce qui est demandé normalement pour les aides financières et ce qui est considéré comme, on va dire, plutôt performant, c'est un R à 3,7 m² Kelvin par watt. Donc, on voit que c'est plutôt dans le rouge parce que en bâtiment basse consommation, avec le label, on va aller chercher des choses plus performantes. On va aller chercher un R pour les murs de 4, 5, 6. Ça se traduit comment? Ça, eh bien, ça se traduit soit en augmentant l'épaisseur de l'isolant que l'on va installer, ou soit en utilisant des isolants qui ont des capacités thermiques, qui ont des conductivités, qui ont des caractéristiques un peu plus performantes. Mais majoritairement, c'est plutôt sur l'épaisseur d'isolant qu'on va jouer que sur la nature des matériaux. Et donc, on va pareil, par exemple, sur les combles perdus, donc enfin, sur les autres toitures, ce qui est marqué entre toitures, on va aller chercher des R jusqu'à 10
qui correspond à une quarantaine de centimètres, voire même entre 40 et 45 centimètres, pour vraiment diminuer très très fortement les déperditions et donc avoir des bâtiments très très performants. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des questions. On y répondra à la fin, hein, toutes les questions sur les pompes à chaleur, etc. On y répondra. Mais n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Donc, sur un projet, les différentes étapes qu'il faut suivre. Donc, ce qui est important, c'est le diagnostic de la maison. Donc ça, notamment, on pourra faire un point après avec l'entreprise lorsqu'elle sera là. Voilà, étude de faisabilité, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et nous aussi, on a la possibilité de venir faire des évaluations énergétiques pour vous permettre d'y voir plus clair et de voir quelles priorités seraient à mettre en œuvre rapidement. La question voilà, du financement aussi, et ça on va l'aborder un petit peu après, mais c'est important déjà de se renseigner avant parce que souvent il faut, voilà, il y a des conditions spécifiques, il faut faire les demandes avant les travaux, il faut faire des démarches, etc. Donc ça c'est important de s'y intéresser le plus tôt possible. Donc ça c'est la phase d'avant-projet. Après la phase de conception, bah, c'est tout ce qui est étude thermique, ça aussi ça sera important. On en parlera aussi tout à l'heure sur l'audit énergétique, mais voilà, en 2024, le point d'entrée, notamment au niveau des aides financières, ça va être dans quelle classe se situe mon bâtiment? Quelle classe énergétique? Est-ce que je suis en A, B, C, D, E, F ou G? Ça va vraiment être le point d'entrée pour savoir quel parcours on va faire et comment vont s'organiser le projet. Donc ça, c'est assez important d'avoir en tête ça, ou si vous l'avez pas, on vous demandera en fait de faire une étude pour savoir où est-ce que le bâtiment se situe, toute la phase de devis, toute la phase de dossier d'aide financière. Donc tout ça, c'est en faire aussi en amont des travaux. Ensuite, il y a la phase plutôt euh, voilà, demande de permis, demande de validation, euh, voilà, d'autorisation. Et puis après, la phase travaux avec, comme on a parlé tout à l'heure, Antoine, potentiellement des tests d'étanchéité à l'air pour voir si tout a été bien étanche au niveau des jonctions entre les menuiseries, les murs, les planchers, etc. Et aussi notamment après toute la phase de réception des travaux qui est important aussi. Il faut bien penser à mettre des réserves s'il y a des problèmes, à bien faire une réception en bonne et due forme pour s'éviter des problèmes. Et puis après, bien sûr, la finalisation avec les aides financières, bien transmettre toutes les factures pour valider et recevoir les différentes aides financières auxquelles vous êtes éligible. Euh, du coup, voilà, donc là, on peut vous montrer un petit exemple de ce que ça peut donner, euh, sur un projet de rénovation théorique. Donc là, c'est une étude qui a été faite avec un des logiciels qui peut être utilisé pour faire les audits, pour faire les DPE, et pour comprendre un peu comment on arrive à gagner une lettre. Donc là, c'est un appartement au dernier étage, mais ça peut s'apparenter à une maison parce qu'en fait, les combles, il y a des combles, donc ça donne sur l'extérieur. La différence, c'est surtout que voilà, au niveau du plancher, il y a très peu de déperdition, comme on le voit, parce que ça donne sur un local chauffé, ça donne sur un autre appartement en dessous. Mais sinon, à part ça, c'est un peu le même principe qu'une maison individuelle. On va retrouver un peu le même comportement. Donc là, c'est un logement qui est chauffé en tout électrique, donc avec des radiateurs électriques, du convecteur. On peut voir assez régulièrement encore avec du simple vitrage qui n'est pas isolé au niveau des combles, pas isolé au niveau des murs. Et donc, c'est pour ça qu'on est en F. Donc dans le diagnostic, on est à 417 kWh par mètre carré par an. Je vous rappelle que nous, notre objectif, c'est plutôt d'être en dessous de 100, autour de 80, voire moins. Donc il y a du travail. Et donc ça, ce logement-là, c'est considéré comme une passoire énergétique, puisque les passoires énergétiques, ce sont les logements aujourd'hui qui sont en F ou en G. Et donc, ce logement-là, à partir de 2028, il serait interdit à la location, si tant est que ce logement soit mis en location. Donc, une première proposition qui peut être faite, un premier scénario de travaux, ça peut être d'isoler les combles perdus avec un R de 8,2. Donc là, le R, je vous renvoie ici, là, où voilà, on est dans la zone verte, hein, enfin, entre verte et rouge, mais on est en tout cas dans le bon chemin, vers le bon chemin. De remplacer les menuiseries par des menuiseries double vitrage performantes
et d'installer une ventilation mécanique. Antoine en a parlé tout à l'heure. Donc là, déjà, on passe de 417 à 250. Donc on ne divise pas par deux, mais on fait quand même un saut important, puisqu'on passe de F à G, on fait un saut de 2 classes énergétiques. Après, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a joué sur l'enveloppe et sur la ventilation. On peut jouer du coup sur. On peut encore améliorer l'enveloppe. On peut isoler les murs. Isoler les murs, donc avec une bonne épaisseur d'isolant. Donc là, on a mis du polystyrène, mais ça peut être n'importe quel isolant biosourcé ou pas. Et là, on gagne encore une classe. On passe de 250 à 140. Donc on est encore. On divise pas encore par deux, mais on gagne aussi au niveau énergétique une classe. Et puis après, pour aller plus loin, on peut s'intéresser au système de chauffage et mettre en place. Alors à gauche, on ne les voit pas parce que c'est en dessous, mais là, c'est avec une pompe à chaleur. Donc une pompe à chaleur, soit RR si on est sur une clim réversible, soit une pompe à chaleur RO si on est sur un réseau de chauffage central. Et donc là, on atteint B. Donc on atteint voilà, les deux étiquettes que l'on a en objectif. Encore une fois, ça ne veut pas dire, là si on prend, donc on passe de 417 à 94 kWh par mètre carré par an, donc on divise par 4, grosso modo, le gain énergétique, ça ne veut pas dire que les consommations réelles de chauffage et d'eau chaude, etc., vont être divisées par 4, parce que ça va dépendre du mode de vie de chacun. Si la personne avant elle chauffait à 19 et qu'après elle chauffe à 22 parce qu'elle se sent mieux, etc., si ils sont plus nombreux, moins nombreux, si ils sont moins là, ils partent en vacances, etc., ben forcément ça va changer. Mais en tout cas, en théorie, sur le calcul, on va diviser par 4 les kilowattheures par mètre carré par an de ce logement. Et là, donc du coup, est-ce qu'on est VBC? Ben, si vous avez suivi le début, oui et non. On est VBC parce qu'on a atteint le B, donc qui est au niveau des aides financières, mais on n'a pas le label VBC parce qu'on n'est pas en dessous de 64 kWh par an. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce petit point de définition au début, parce que le VBC, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et là, on est VBC, mais on n'a pas le label VBC. Euh, voilà. Sur la partie aide financière, alors là, on va vous parler des aides financières sur 2024. On va essayer de vous expliquer le principe de 2024. Donc 2024, il y aura deux parcours possibles. Soit il y aura un parcours qui est appelé accompagné, où il faudra se faire accompagner par une structure qui sera ce qu'on appelle mon accompagnateur rénov, donc une structure d'accompagnement, on vous en parlera juste après. Et la condition, c'est de faire un saut d'au moins 2 classes énergétiques. Donc si on part comme dans notre exemple juste avant de F, pardon, eh ben, il faut atteindre au moins D pour valider le parcours accompagné. Donc là, l'exemple, c'est un couple sans enfants qui sont dans une maison en G et qui, après la rénovation, atteignent D. Donc ils font un saut de 3 classes. Donc les travaux, ils ont une isolation des murs, une pompe à chaleur, une isolation de la toiture et une ventilation pour le flux, pour un coût total de travaux de un peu plus de 50 000 euros. En 2023, avec les aides actuelles, ils auraient eu à peu près 20 000 euros d'aide financière. Et en 2024, les aides financières, a priori, augmentent de 50%. En fait, ils passent de 20 000 à 30 000 euros. Parce que les aides financières sont augmentées, notamment lorsqu'on va passer par ce parcours accompagné et lorsqu'on va faire du coup ce saut de 2 ou 3 classes énergétiques. Donc là, c'est un exemple. Après, il y en a d'autres. Il y a d'autres exemples qu'on pourra vous présenter si vous nous contactez, ou voilà, qu'on pourra faire surtout par rapport à votre situation là, parce que chaque situation est différente et selon les revenus, selon la classe énergétique, selon les types de travaux déjà faits, etc. C'est différent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le parcours accompagné, donc avec un saut de classe énergétique important, va amener des financements assez importants a priori en 2024. Ce qu'on doit dire aussi, c'est qu'on n'a pas encore tous les détails parce que c'est encore en discussion, il n'y a pas de texte vraiment qui est sorti. Donc il peut y avoir encore certains détails qui nous ont échappé, ou en tout cas qui ne sont pas encore détaillés. Donc il faudra bien attendre début 2024 pour bien faire ses calculs et bien avoir ça. Mais en résumé, c'est que la rénovation globale
BBC ou pas, mais en tout cas avec une atteinte de moins de 2 classes, permet d'avoir des financements assez importants. Ce qu'on peut voir aussi, c'est justement ça. Alors, sans rentrer dans le détail, donc ça, c'est sur le parcours accompagné. Vous voyez les pourcentages d'aide financière dans le tableau. Le TMO, MO, INT et SUP, donc ça, c'est les catégories de ressources. Selon vos ressources, vous allez être dans des catégories de ressources, donc soit très modeste, intermédiaire ou supérieur. Et vous voyez après, ici à gauche, selon le nombre de sauts de classe que vous allez faire, eh bien, vous allez avoir des pourcentages d'aide financière assez importants, donc de 30 à 80% du montant des travaux, selon votre revenu fiscal de référence et selon le nombre de sauts de classe que vous allez faire. Et donc, c'est quand même assez important comme financement. Et voilà, mais les conditions, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut avoir un DPE déjà avant les travaux. Il faut que les travaux amènent un saut de classe d'au moins 2 étiquettes. Il faut au moins il faut des travaux, voilà, sur l'isolation. Et la Et ventilation. Et la ventilation, ouais. Et après, vous avez les conditions un peu qui sont listées ici. Dans l'état actuel des connaissances, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pas encore totalement défini. Voilà sur ça. Hop. Ok. Alors, l'entreprise n'est pas encore disponible a priori, donc on va parler de l'outre. Et puis après, on va commencer à répondre à vos questions. En effet, parlons de l'outre. Donc, c'est un nouvel espace donc destiné aux particuliers et aux professionnels. Donc, comme vous pouvez le lire, c'est gratuit et ça permet surtout en fait de simplifier votre parcours. Donc, à savoir, pour vous présenter les fonctionnalités de base, que ça va vous simplifier la mise en relation avec les professionnels. Donc, vous allez pouvoir faire des demandes de devis directement sur le site, sélectionner vos professionnels par poste de travaux en fonction de votre territoire et sélectionner vos entreprises derrière. Vous aurez accès à nos comptes rendus, etc. Donc, c'est un véritable espace d'échange qui va et qui déjà facilite grandement la communication entre chaque partie. Donc, vous avez l'adresse. Je vous invite concrètement à vous inscrire si vous avez des besoins d'informations, un projet en cours, des questions. Ça nous permettra de vous appeler. Je vois là sur les dernières questions, des questions sur les aides financières, etc. C'est le moment. Voilà, donc sautez sur l'occasion, loutre-rénovation.fr, vous créez votre compte et un conseiller vous rappellera dès que possible. Voilà. Alors pourquoi l'outre? Il y en a qui peuvent se poser la question. En fait, c'est les initiatives, c'est Oui, l'outil territorial de la rénovation énergétique. Et donc c'est j'aurais un dû outil commencer par ça. c'est un outil effectivement qu'on a créé nous, enfin avec l'ALEC et la Maison Énergie, pour faciliter en fait le parcours de rénovation. Le principe, en fait, c'est que en vous inscrivant, vous allez être mis en relation, si vous voulez, parce qu'après, vous êtes libre aussi de faire votre parcours tout seul, mais vous pouvez être mis en relation avec un des conseillers, vous pouvez être mis en relation aussi avec les professionnels, et c'est en gros l'interface, ça va être l'outil d'interfaçage entre les professionnels, les conseillers comme nous, et vous. Donc, vous pourrez transmettre les devis, vous pourrez avoir des conseils sur ces devis-là, vous pouvez transmettre les factures, transmettre des informations sur vos travaux, où est-ce que vous en êtes, si vous avez fait des travaux, vous pouvez reprendre votre projet par la suite si jamais vous faites des travaux un peu en séquencé. Donc voilà, c'est à ce titre-là que c'est assez intéressant. Donc comme l'a dit mon collègue, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'autre-rénovation.fr. Du coup, on va commencer les questions. On va prendre les plus anciennes en premier. Alors, la plus ancienne question, c'est du MES. C'était donc l'isolation est un point important par l'intérieur. Cela diminue les surfaces, point. De plus, des travaux importants sont induits. Réflexion de revêtement intérieur, reprise de l'électricité. Est-ce que ces travaux connexes sont pris en charge dans le calcul de la subvention et des aides? Je sais pas si tu veux répondre, Antoine, ou si tu veux que je réponde.
Bah, vas-y, si tu veux. Ok. Je prends la Euh, prochaine. allez. Alors, au niveau des aides financières, alors tout dépend des aides financières. Il y a certaines aides financières qui sont des forfaits. Donc là, c'est des forfaits par mètre carré. Donc là, en fait, la question ne se pose pas vraiment parce qu'en fait, on a 100 mètres carrés d'isolation, ben, on va avoir, je sais pas, 20 € par mètre carré d'aide financière, par exemple. Et donc là, la question ne se pose pas de ce qui est pris en compte puisque c'est en fonction du nombre de mètres carrés que vous isoliez, quels que soient les travaux induits, quels que soient les travaux connexes que vous fassiez. Euh, Par contre, effectivement, dans ce qu'on a vu, notamment des aides financières, où c'est des pourcentages de travaux, par exemple 30% du montant hors taxe, etc. Là, la question se pose. Comme j'ai dit, pour l'instant, on n'a pas tous les détails. Historiquement, il y avait notamment tout ce qui était parement, enduit, enfin, placo, etc., qui était pris en compte dans le crédit d'impôt historiquement. Mais on ne peut pas le certifier qu'en 2024, ce sera de la même manière, puisqu'on n'a pas encore tous ces détails, et il faudra attendre le début 2024 pour voir vraiment dans les arrêtés, dans les textes, et dans les petites astérix, ce qui est pris en compte de ce qui n'est pas pris en compte. Voilà. Je te laisse faire la suivante. Alors, toujours la même personne a priori. Donc, concernant le mode de chauffage, nous sommes en copro avec des logements individuels. Une de nos copropriétaires envisage de poser une PAC RR, mais le règlement de copro interdit les unités extérieures. Et Oui, après, il y a la donc suite là, en il y a... dessous. La suite en dessous, ouais. Ouais, donc nous l'avons orienté vers une PAC qui rejetterait les calories en été dans une sorte de gaine technique avec une verrière en partie haute. Est-ce que vous connaissez? Ça me dit quelque chose en effet. Alors, il faut savoir que au sein de notre ALEC, de nos ALEC, des espaces Conseil France Rénov', on a, en tout cas pour ce qui nous concerne, deux pôles, un pôle particulier, individuel, et un pôle copropriété. Je fais malheureusement partie du pôle individuel. Donc, très Moi aussi. concrètement, voilà, donc très concrètement, je vous invite de fait à vous inscrire sur l'outre, à poser votre question, et le pôle copro sera ravi de répondre à votre question. Mais c'est quelque chose qui me parle. J'ai vu un projet passer où en effet il y a tout un système de rénovation ou en tout cas d'amélioration des évacuations existantes. Et il me semble en effet que ça peut passer par là, à confirmer. Ouais. Alors, il y a Jean-Pascal Alors, qui nous dit. quand vous parlez des copros, c'est toujours Rosita Amat? En effet, elle fait Ok, partie de l'équipe. ok, parfait. Pour les personnes qui sont sur le territoire de l'Agence locale de l'énergie, oui. Ouais, Enfin, entre autres, parce qu'il n'y a pas que elle, hein, je suppose, mais effectivement. il n'y a pas qu'elle. Donc, il y a Jean-Pascal qui nous fait une précision. Donc, effectivement, peut-être que je me suis trompé dans les lettres, mais effectivement, les gains de classe, c'est bien de F à D et de D à B. Je me suis peut-être effectivement un petit peu emmêlé les pinceaux. Euh, alors, question de VB. Donc, en gros, c'est est-ce qu'on peut établir les travaux dans le temps? Donc, ça, peut-être qu'il a posé la question avant que l'on mette ça, sûrement. Mais en fait, effectivement, donc pour le parcours accompagné, donc ma prime rénov. Alors, lui, il parlait de ma prime rénov Sérénité, qui est un peu particulier, mais le principe est le même. Effectivement, vous avez 3 ans, voire même 3 ans et demi si vous pouvez avoir une prolongation pour, à partir du moment où les travaux sont, enfin, où les travaux sont validés, où l'aide financière est validée, vous avez jusqu'à 3 ans pour réaliser vos travaux. Donc, ça permet effectivement d'étaler un peu les travaux dans le temps en bénéficiant des différentes aides. En tout cas, ça, c'est les dispositions qui sont prévues pour 2024. Je te laisse la deuxième, enfin la prochaine, pardon. Bonjour. Quel autre matériau pour l'isolation des murs par l'extérieur que le polystyrène? Merci. Qui je veux rénover une maison vide pour le... Alors, pour l'isolation des murs par l'extérieur, comme je l'évoquais au début de cette présentation, il existe des matériaux biosourcés, notamment et surtout quand on a des murs en pierre. Là, c'est une petite parenthèse. Si vous avez des murs en pierre, polystyrène interdit. Donc, isolation par l'extérieur.
Vous avez tout un tas de solutions en fait. Ça peut être de la fibre de bois, ça peut être là, je parlais, alors c'est pas vraiment un isolant, mais ça peut être même des correcteurs thermiques. Si vous avez déjà, par exemple, une isolation par l'intérieur, que l'isolation par l'extérieur est trop coûteuse, vous pouvez ajouter, par exemple, un correcteur thermique, un enduit chaud-chanvre ou des choses comme ça. Donc, il existe tout un tas de solutions autres que le polystyrène. Et effectivement, en isolation par l'extérieur, en biosourcé, majoritairement, des fibres de bois qui sont Ouais, à haute densité qui sont installées, ouais. qui répondent à pas mal de contraintes de cette isolation thermique par l'extérieur et qui ont un bilan environnemental assez intéressant. Ouais. Où trouve-t-on les coordonnées des techniciens de l'ANA pour se faire accompagner? Je suis de Arles et j'essaie d'avoir la Dream par téléphone, mais j'arrive pas à avoir quelqu'un. Alors, Arles, c'est un peu particulier parce que c'est Je pas crois que c'est vraiment dans le le, territoire. Je crois que c'est je crois que c'est directement le en région. Confort. C'est le Confort 83, il me semble, Arles. Non? Non, non, 83, non. Ah oui, non. Arles, c'est dans le 13. Ah oui. Non, Arles, c'est sur la région. Mais Euh, autrefois, le coordonnées de l'ANA, en fait, l'ANA, ça dépend de. Ça peut être il peut y avoir un opérateur défini, dédié. Donc, c'est peut-être la Dream 13 dans ce cas-là, mais je sais pas parce que c'est pas vraiment notre territoire. Oui, ça peut être en diffus et là, vous pouvez contacter tous les opérateurs. Mais en sachant qu'en 2024, en fait, ça va être modifié, cette notion d'opérateur ANA, puisqu'en fait, ils vont tous être ce qu'on appelle mon accompagnateur Rénov, donc le MAR aussi, vous verrez des fois souvent cet acronyme MAR, donc mon accompagnateur Rénov. Et donc, euh, et donc, ça sera eux qu'il faudra contacter. Il y aura plus a priori de marché unique avec un seul opérateur, mais ce sera ouvert aux différents accompagnateurs Rénov labellisés dans le territoire. Et pour avoir cette liste-là, pour l'instant, elle n'est pas disponible, puisque là, les entreprises sont en train de se faire labelliser mon accompagnateur Rénov. Mais a priori, à début 2024, il y aura un annuaire directement en ligne où vous pourrez rechercher les entreprises mon accompagnateur Rénov autour de chez vous. Si je fais mes travaux en janvier 2024, j'aurai droit à des aides de 2024 ou 2023. A priori, plutôt 2024. Souvent, ils laissent des petits délais si on a commencé les demandes d'aide financière en 2023. Si on a fait des devis, signé des devis, tout ça en 2023, il laisse la possibilité d'obtenir de 2023. Mais dans le cas qu'on vous a présenté, c'est souvent plus intéressant. Ça sera a priori plus intéressant les aides 2024 que 2023. Ça part dans de rares cas. Donc, à mon avis, il vaut mieux que vous bénéficiez des aides de 2024. L'autre fait le lien avec les aides du conseil départemental ou municipal. Alors, département, oui. Euh, Municipal, les aides communales, ça dépend parce qu'on n'a pas toujours les informations. Déjà, il y en a assez rarement des aides pour la rénovation énergétique au niveau communal, parce que c'est surtout des aides au niveau de la rénovation de façade, etc., des centres anciens. Donc, quand on a l'info, effectivement, on la donne, mais c'est plus complexe. L'autre va donner des informations surtout sur les aides nationales, sur les aides régionales, départementales, ce qui est Ouais, c'est ce que déjà pas j'allais mal. dire, parce que là, de fait, si je comprends la question de faire le lien, l'outre ne fait pas vraiment le lien avec les espaces de demande d'aide. Donc, il y a un site internet par, par aide financière auquel vous serez éligible. Donc là, derrière, on est là pour vous guider, vous envoyer les liens de connexion, etc. et les étapes à suivre. Mais l'outre ne fera pas le lien directement. Vous ne ferez pas vos demandes d'aide sur l'outre. Ça. Par Par contre, contre, vous du coup, pourrez poser toutes vos questions. voilà, vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pourrez chercher, comme je disais, les devis. Vous aurez une interface pour communiquer avec nous, avec les entreprises éventuellement. Vous aurez un lien privilégié avec les différents acteurs de votre projet. Par contre, après, pour les demandes, effectivement, il faudra se rendre sur les différents sites des locaux, enfin en tout cas des aides financières locales. Pour la durée, il Voilà. faut avoir fait faire des devis, valider tous les devis avant de commencer les travaux. On peut commencer par le chauffage, faire les travaux, puis faire le devis de la toiture et faire la toiture, etc. Euh, alors, il faut faire une demande avant les travaux parce que en fait, lors de la demande, on a l'état initial du logement. Donc on a l'état initial, on est en F par exemple. Euh, Vous faites ça, vous faites l'audit énergétique
Et donc, en gros, l'étude énergétique avec les devis qui permet de valider que en faisant tous ces travaux-là, vous allez atteindre C, par exemple, ou D. Vous faites, donc là, la demande est, faites la demande avec ces documents-là qui valident votre projet. Et à partir de ce moment-là, vous avez 3 ans pour réaliser les travaux dans l'ordre que vous souhaitez. Enfin, il y a quelques notions à respecter, mais en tout cas, il n'y a pas de, voilà, vous faites les travaux que vous voulez. Et après, donc, vous avez 3 ans pour présenter les factures correspondant à ces travaux-là afin de déclencher le paiement des aides financières. Excusez-moi, je prends la parole du coup. Hmm. C'est moi Oui. qui pose la question. Oui. Est-ce qu'il faut avoir fait comment ça s'appelle, le diagnostic de la maison en 2023 ou en 2024? Si vous Euh, l'avez si vous l'avez en 2023, il pourra être utilisé en 2024. Là aussi, c'est pareil, on ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants de comment seront acceptés les dossiers, etc. Est-ce que ça va moduler le coût de l'accompagnement? Donc, on dirait que vous pouvez avoir les deux. Si vous n'avez pas d'études, peut-être de commencer à préparer votre projet en faisant des devis, en faisant chiffrer, en étudiant la faisabilité des travaux et en maturant un petit peu votre projet. Et une fois accompagné, de faire l'étude. Et j'ai pas bien compris qui c'est qui nous accompagnait. alors, ben, justement, normalement, l'entreprise va arriver d'une minute à l'autre, et du coup, c'est ce type d'entreprise-là qui va vous accompagner. En fait, en 2024 est créé ce qu'on appelle mon accompagnateur rénov. Mon accompagnateur rénov, c'est qui concrètement? C'est des bureaux d'études, des auditeurs, des architectes qui vont avoir le tampon de l'État, qui vont avoir le tampon mon accompagnateur rénov. Donc pour ça, ils doivent justifier d'une expérience dans la rénovation, justifier d'avoir les compétences pour faire des audits, etc. Et donc c'est via ces structures-là qu'il va falloir passer et se faire accompagner. Ça va être une obligation pour le parcours accompagné, donc le parcours dont les aides s'affichent à l'écran. Et donc, ils vont faire plusieurs choses pour vous. Ils vont faire l'audit énergétique qui va justifier du gain, qui va valider le fait que on passe de F à D, par exemple, n'importe. Et après, ils vont vous accompagner dans l'étude du dossier, dans les aides financières notamment, etc. Donc, et ça s'appelle mon accompagnateur rénov. Pour l'instant, c'est pas encore mis en place puisque ça commence au 1er janvier 2024. Certaines entreprises sont déjà labellisées ils ont déjà ce tampon-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas de liste, mais c'est ces entreprises-là qu'il faudra contacter. Et ça coûte combien? Alors, cet accompagnement, il est calibré pour coûter à peu près 2000 euros, en sachant qu'il y a une prise en charge qui est entre 100% pour les très modestes et 20% pour les ménages supérieurs. Ouais, il y Donc a pour une les très erreur modestes, là ça coûte sur. rien. Ah non, non, pardon. Non, ouais, c'est Oui. pour les très modestes, donc pour ceux qui sont sous un certain plafond de ressources, c'est totalement pris en charge. Pour les modestes, je crois que c'est pris en charge à 80% ou 60%, je ne sais plus exactement. Pour les intermédiaires, c'est pris en charge à 40 ou 40. 50%. Et pour les supérieurs, c'est pris en charge à 20%. Mm. Donc effectivement, c'est un coût assez important, brut. Par contre, ça permet déjà d'être accompagné, d'y voir plus clair, et aussi, bien sûr, d'avoir les aides financières qui figurent là, qui sont sur des montants assez importants. Mais voilà, on ne fait pas ça juste pour changer les fenêtres, si je force le trait. On fait ça lorsqu'on a un projet vraiment global de rénovation qui permet d'atteindre un saut de classe énergétique. Je sais pas si c'est Merci. plus clair. Ouais. Euh, donc, ça c'est bon. Les travaux doivent débuter dans le délai d'1 an à partir de quel événement? Le paiement de l'audit, l'accompagnement. Non, a priori, c'est le dépôt du dossier. Alors, soit le dépôt, soit la validation du dossier. On n'a pas encore le détail, mais c'est au moment de. Voilà, c'est la notification de la Oui, demande. j'imagine difficilement que ce soit à la signature de l'engagement avec mon accompagnateur rénov. Ce sera probablement Non, à la non, ouais. validation du dossier, validation du projet, etc. Donc, une fois que je parlais de maturation, une fois que l'ensemble des postes de travaux sont définis, etc., que vous lancez votre dossier, c'est là où les travaux doivent débuter dans un délai d'1 an. Donc ça, pourra-t-on avoir le PPP, le PowerPoint? Oui, c'est envoyé après par mail et vous avez le replay aussi, comme je vous le disais, enfin le lien pour le replay sur les différentes chaînes YouTube. Ouais. Alors l'autre ne connaît pas ma commune Saint-Martin-de-Crau. Euh,
parce que c'est pas sur la métropole. Ouais. Bah là, du coup, je parlais du Cofort 83. Je crois que Saint-Martin-de-Crau, ce Non, sera le toujours pas. Cofort. C'est toujours pas? Saint-Martin-de-Crau, 83, Saint-Martin-de-Crau, c'est sur les Bouches-du-Rhône. Toujours dans le même coin, Ah ouais? Arles et tout ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Après, on pourra vous transmettre les infos de qui s'occupe de vous. Je pense que c'est en région directement, mais on vous transmettra les infos. Que signifie dans le tableau les aides MPR? Alors, MPR, c'est ma prime rénov. Euh, Aujourd'hui, ma prime rénov, ça Ça existe veut dire depuis quoi déjà? 2-3 ans. Euh, et en fait, historiquement, c'est ce qui a remplacé le crédit d'impôt. Avant, il y avait un crédit d'impôt pour les aides financières. Enfin, au niveau national, en tout cas, l'aide financière principale, c'était un crédit d'impôt. On déclarait les travaux qu'on avait faits, on avait sur les impôts, enfin, on avait une déduction ou un crédit d'impôt qui nous était remboursé. Depuis 2020 ou 2021, ça a été remplacé par ma prime rénov. Le but initial, c'est que ça soit plus simple et que ça permette d'avoir l'aide financière plus rapidement, puisque avant, il fallait attendre l'année suivante pour déclarer les travaux et donc recevoir l'aide financière après. Alors que là, le principe, c'est de faire la demande au moment des travaux, d'envoyer la facture et de recevoir la prime sous un délai raisonnable. Euh, et donc, Ouais. ma prime rénov, en Et 2024, dis-moi, vas-y. Ah, non, tu passais à la Non, seconde question? j'ai juste ma prime rénov en 2024, Ah, va faire partie de l'aide, enfin, en tout cas, va être une composante forte de l'aide financière qui figure sur le tableau, donc des 80, des 60, des 45 ou des 30% là. Euh, Ça va être une des aides financières, mais voilà, c'est ma prime rénov, en gros, c'est l'État qui finance, c'est l'aide financière majoritaire de l'État. bon, après, ouais. Question Écrêtement, ça veut dire suivante. quoi? Écrêtement, ça veut dire que ben, C'est le montant l'aide total des financière travaux. l'aide financière est plafonnée et limitée au pourcentage qui figure sur le tableau. Donc, si on prend le cas de la deuxième catégorie modeste, 80%, et ben en fait, on est limité à 80% les aides financières ne peuvent pas représenter plus de 80% du montant des travaux. Voilà. Donc, Monsieur Nivet est arrivé, a priori. Je sais pas s'il nous entend. Ah, Oui. Non. Allô? mon micro est coupé. Oui, bonsoir, je ne sais pas si vous Oui, m'entendez. bonsoir, oui, parfait. Ah, bonsoir. Excusez-moi pour le retard, vraiment Euh, désolé. Donc, ben, peut-être une question pour déjà résumer un peu, et pendant ce temps, les gens qui sont dans le chat, vous pouvez poser vos questions. Peut-être une question, pourquoi faire appel à votre... déjà, vous présenter un peu la structure, et pourquoi faire appel à votre structure, quels sont les avantages, quelles sont les choses que vous pouvez apporter dans des projets de rénovation. Ok, oui, alors donc l'ENI, donc on est une structure qui font de l'accompagnement pour du particulier dans le cadre de la rénovation énergétique, que ce soit aussi bien pour du particulier occupant, propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou même dans les copropriétés. Et nous, en fait, on va accompagner vraiment dans tout le projet de la rénovation énergétique, que ce soit aussi bien au niveau de l'étude thermique dans un premier temps, que dans la demande de différentes subventions auprès de l'ANA, du département, de la région, des C2E. Voilà, on va s'occuper d'obtenir un maximum d'aide et de faire monter les dossiers pour vous. Et on vous accompagnera aussi dans une assistance technique, en fait, aussi pendant la phase des travaux, pour s'assurer que les préconisations qu'on aurait faites dans une étude thermique, dans un premier temps, soient bien respectées par les artisans et que tout soit bien coordonné à ce niveau-là. Voilà, c'est pour faire simple et pour faire concis. Voilà, donc en gros, si on reprend, on regarde les étapes un peu qu'on a listées tout à l'heure, Mmh. ben, ça intervient un peu à toutes les étapes en fait, puisque c'est le diagnostic, l'étude de faisabilité, et l'accompagnement, donc avant le projet. Après, il y a la partie étude thermique, choix des travaux, aide financière, la partie validation du projet, la partie aussi au Exactement. niveau des travaux, les visites de chantier, tout ça. Donc à ce titre-là, ça peut être intéressant. Enfin, déjà, ça C'est peut être ça. intéressant et en plus, ça sera aussi pour les projets en rénovation globale, ça sera obligatoire via mon accompagnateur Rénov. Tout à fait. Aujourd'hui, on est opérateur conseil habilité par l'ANA et demain, on sera accompagnateur Rénov en 2024. Voilà. Donc, comment faire pour gagner l'aide DPE en copropriété si elle ne fait pas de travaux énergétiques? Je vais peut-être laisser répondre Lénie, même si Bah, comme il est là, on va en profiter.
Si on ne fait pas de travaux énergétiques, ça va être compliqué de gagner 2 lettres. Surtout que si la question est orientée par rapport au système de chauffage, avant de changer tout système de chauffage, on va quand même privilégier une isolation thermique, avant de pouvoir, changer les systèmes. Donc, c'est un peu compliqué comme ça. Alors, il y a une question. Quel est le montant de votre intervention, un fixe ou un pourcentage sur les travaux? C'est peut-être un peu Alors technique, je tout suis non, pas. pour être tout à fait honnête là-dessus, en fait, tout dépendra des revenus du client. L'idée, c'est quand même que le client ait un minimum de reste à charge, dans son projet de rénovation. Quand on est sur des revenus très modestes et modestes, on est sur un forfait. Après, quand on est sur des revenus, plus importants en catégorie supérieure et intermédiaire, effectivement, là, ça va être un pourcentage du coût des travaux. Et du coup, encore une fois, je répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur mon accompagnateur rénov, donc qui sera, on va dire, la norme, en tout cas, important Mmh. 2024, pour les très modestes, cette intervention-là est prise en charge à 100% Tout à via fait, les aides tout à fait. financières. Exactement. Et après, sur les catégories un peu plus élevées, il y a un pourcentage qui diminue, mais il y a quand même déjà une prise en charge qui est au niveau des aides nationales, et puis après c'est forcément un reste à charge. Oui, et puis Euh, le reste à charge qu'aura le client par rapport à notre prestation, ce sera vraiment une petite quote-part par rapport au coût, on va dire, de l'ensemble global de l'opération, quoi. Donc ça ne changera pas grand-chose au projet de rénovation du client, si ce n'est qu'il sera un peu plus serein et un peu plus tranquille pendant son projet. Alors, où s'adresser pour faire établir le premier bilan énergétique et quel est le coût moyen? Alors on va devoir faire des audits énergétiques. Donc, le coût moyen d'un audit énergétique, il va varier en fonction de l'auditeur. On va dire qu'en ce moment, sur le marché, on va trouver des audits énergétiques qui vont aller de 800 jusqu'à 1 500 € à peu près. Ça va dépendre de la taille du bien, ça va dépendre de la taille du logement. Si c'est une maison individuelle, si c'est de la copropriété, ça peut être beaucoup plus cher. Donc, ça va varier au niveau de l'auditeur énergétique et de la taille du bien. Du coup, il y a une remarque sur le coût. Donc, pour 2 000 €, si vous intervenez à toutes les phases, je ne vois pas comment vous faites. Bon? J'ai pas entendu la question. Pour 2 000 €, du coup, il revient sur le coût de mon accompagnateur rénov. Si vous intervenez à toutes les phases dont on a parlé, je ne vois pas comment vous faites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnateur rénov, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il ne faut pas confondre avec la maîtrise d'œuvre, hein. On n'est pas des conducteurs de travaux. On va vraiment vous assister, c'est-à-dire nous donner du conseil sur toutes ces différentes phases-là. Mais pour autant, on ne va pas être, par exemple, sur le chantier, on ne va pas être présent à chaque fois que l'artisan vient sur place. On va s'assurer que les travaux soient faits dans l'ordre. Je ne sais pas, imaginons qu'on ait une VMC à poser, une isolation des combles. On va s'assurer que tout soit fait dans l'ordre, que l'artisan vienne d'abord poser la VMC avant d'isoler les combles, voilà ce genre de choses et s'assurer qu'ils respectent bien, on va dire les DTU classiques, les règles de l'art, au niveau de la pose. Mais on ne sera pas conducteur de travaux, donc on ne sera pas présent non plus, tous les jours sur site, quoi. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner et d'être présent si jamais il y a une question au niveau du client. C'est ça. Là, en fait, ce qu'on vous a présenté, c'est vraiment sur un projet global toutes les phases. Après, c'est pas l'accompagnateur rénov qui va gérer toutes les lignes. Il Mmh. va pouvoir intervenir ponctuellement sur un peu toutes les étapes, mais c'est pas lui On va vous qui va assister. être Par sur tout. exemple, là, je prends l'étape du permis de construire. Bien évidemment, c'est pas l'accompagnateur rénov qui va faire le permis de construire. Par contre, il va peut-être être là pendant les rendez-vous avec l'architecte, s'assurer que tout se passe bien. Voilà, il est vraiment là en tant que soutien, de support. C'est vraiment une assistance. Donc, il y a une remarque pour un appartement 30 mètres carrés, coût 180 €. Alors, je pense que là, vous On faites parle de DPE, c'est ça, ou à mon peut-être, avis. mais c'est peut-être aussi notre faute parce qu'on l'a pas vraiment expliqué. En fait, il y a plusieurs mêmes types de diagnostics, mais le premier niveau, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique, celui qui est obligatoire pour la vente et la location avec les étiquettes énergie, c'est le dont on a l'habitude de voir. Et ça, effectivement, c'est dans cet ordre de grandeur-là, on va dire entre 100 et 200, voire 300 €, selon la surface. Ce qui est évoqué, ce qui est obligatoire pour valider les aides financières au niveau de la rénovation accompagnée, c'est pas un DPE, c'est un audit énergétique. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus voilà, important. Et ça amène beaucoup plus de scénarios, des préconisations de travaux. Il y a des calculs de temps de retour sur investissement, de gains énergétiques, etc., etc. Et cetera. Et ça, ce coût-là, c'est le coût qui a été évoqué par Monsieur Nivet.
C'est plus effectivement entre 800 et 1000, 1500 euros selon la taille, selon la structure, selon etc. Qui fait la maîtrise d'œuvre? Un archi. Alors, qui fait la maîtrise d'œuvre en archi? Bah, si vous avez les moyens d'avoir quelqu'un qui fait de la maîtrise d'œuvre, effectivement, vous pouvez prendre un architecte. Après, quand ça va être sur de la copropriété, bien évidemment, en général, il y a quelqu'un qui fait la maîtrise d'œuvre. Quand c'est pour de la maison individuelle, on n'a pas forcément la nécessité d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la maîtrise d'œuvre. Tout dépendra en fait de la lourdeur et de l'ampleur des travaux. Donc, il y a pas qu'un seul choix. Mais dans de la rénovation globale sur de la copropriété, effectivement, en général, il peut y avoir un architecte qui s'occupe de la maîtrise d'œuvre. Comment se passe le règlement des factures auprès des différents artisans intervenants? Faut-il faire l'avance et ensuite être subventionné par les différents organismes? Et bah, moi, je peux compléter, mais par financière et aide, bah, Ouais, soit ils ont la capacité, soit vous avez la capacité de faire l'avance. À ce moment-là, vous pouvez le faire, vous pouvez vous faire accompagner par un prêt, un éco-prêt à taux zéro, ou soit alors vous pouvez faire une demande d'avance auprès de l'ANA et vous pouvez avoir une partie de votre aide qui est versée par l'ANA. Et à ce moment-là, ça vous permet au moins de payer les avances auprès des artisans, ce qu'on appelle les acomptes, pour qu'ils puissent, eux, démarrer les chantiers. Et après, une fois par contre que les factures, les chantiers sont faits, demander le déblocage complet de la subvention. ça, parce qu'en fait, je vais essayer de retourner. Voilà. Pour les personnes qui sont très modestes et modestes, donc qui sont de première catégorie, il y a possibilité de demander une avance du montant, d'une certaine partie, d'un certain pourcentage du montant des aides financières indiquées, qui permet voilà, de financer déjà une première partie des travaux en attendant de pouvoir financer le reste à la fin des travaux. Où trouver un accompagnateur? J'ai dû me débrouiller tout seul pour déposer mon dossier et j'ai attendu quasi un an pour avoir une réponse et maintenant les travaux vont commencer. Alors, ben, mon accompagnateur réseau, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est prévu pour commencer le 1er janvier 2024. Comme je disais, aujourd'hui, il n'y a pas de liste d'annuaires spécifique puisque les entreprises sont en train d'obtenir les agréments et de se mettre en place. Après, les accompagnateurs, sinon, bah, ça peut être des accompagnateurs ANA, comme par exemple l'ENI, qui peut intervenir selon votre situation au niveau financier, selon aussi votre territoire, parce que des fois, il y a des marchés qui sont conclus, donc il y a des opérateurs définis. Mais après, après, là, a priori, votre question, c'est surtout par rapport à votre projet, a priori, qui va commencer dans quelques temps. Donc là, après, ça va être comme soit de la maîtrise d'œuvre, peut-être pour faire accompagner si c'est un gros projet, soit après, essayer de trouver un accompagnateur. Rénovation globale égale plusieurs corps d'État et donc un maître d'œuvre. Je me rappelle d'une rénovation avec des menuiseries performantes posées sans joint périphérique. Oui, c'est sûr que même des travaux où il n'y a pas forcément une rénovation globale peuvent amener des désordres, peuvent être mal effectués, peuvent avoir des malfaçons et de toute façon, c'est toujours bien de se faire accompagner. Complètement, si le client a la capacité financière de se faire accompagner dans de la maîtrise avec un maître d'œuvre, un conducteur de travaux, effectivement qu'il le fasse. Après, comme je le disais, selon les types de travaux que l'on fait, ça peut être fait en bonne intelligence. Dans le sens où quand on sait par exemple qu'on fait, je sais pas, comme disait l'exemple de la question, où on dit remplacement des menuiseries, OK, peut-être qu'il y aurait une isolation par l'extérieur qui est faite derrière. Effectivement, joint périphérique, c'est important de le mettre pour qu'on ait une bonne étanchéité. Mais si on met justement au fait accompli les artisans, justement, le poseur de menuiserie et celui qui fait l'isolation par l'extérieur, si on les rencontre, qu'on leur parle, qu'on leur explique le projet, où on veut arriver, en général, ces artisans-là sont compétents, sont à l'écoute et il y a pas de raison qu'ils soient pas en capacité de le faire, sans pour autant que vous soyez obligés de faire un petit peu, entre guillemets, du flicage. Si c'est fait en bonne intelligence avec des gens compétents, il y a pas forcément l'utilité d'avoir un maître d'œuvre, sachant que si on peut le faire, autant le prendre, mais c'est vrai que ça rajoute un coût supplémentaire sur un projet. Alors, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. On peut encore en prendre encore quelques-unes. Alors, Oui, c'est moi qui ai posé la question des fenêtres, oui, là. oui. C'est quand même un des grands poseurs de fenêtres nationaux, une chaîne qui fait de la réclame à la télé, là. Donc, c'est pas Mmh. un petit, hein, qui fait ce travail de cochon, là.
Ouais, après, c'est pas toujours effectivement les plus grosses entreprises qui ont les. Enfin, après, tout dépend, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours les plus grosses entreprises qui font Bon, le travail le plus soigné. Ouais, ok. parce que souvent pour ces menuiseries-là, souvent on est sur la menuiserie qui est de la grande marque. Et après, derrière, on a différents poseurs. Ils vont intervenir différents poseurs. Et c'est là où ça peut coincer en général. C'est qu'on n'a pas forcément la maîtrise sur ces poseurs qui auraient été choisis par ces grandes sociétés-là. C'est ce que disait du coup M. Blovac. C'est ça, c'est là que c'est vrai. C'est que des fois, faire attention à ces grandes entités qui ne sont pas toujours gages de bonne qualité. Ok. Alors, si c'était possible de revenir sur le slide qui Oui, m'a c'est vrai qu'il y avait beaucoup cette question-là. intéressé Oui, je reviens. sur Ouais. ne pas Oui, tuer le gisement. oui, c'est vrai que j'avais noté votre question et j'ai oublié. Hop. Voilà, ça, j'ai pas trop compris. Parce que, en fait, ça veut dire quoi? Que il faut pas faire une rénovation qui hypothèque des travaux ultérieurement, c'est ça? Laisse Antoine répondre du coup. Concrètement, c'est ça. Peut-être, Monsieur Nivet, ça vous parle? Ouais, Vous voulez complètement. intervenir? Bah, ça nous arrive souvent, nous, de conseiller aux clients qui, des fois, veulent tout faire, mais n'ont pas les moyens de tout faire correctement. Justement, plutôt prendre le temps de le faire intelligemment et de faire les choses étape par étape. Je donne un exemple. Par exemple, justement, un client là, qui voulait à tout prix changer ses menuiseries, mais qui avait prévu dans 5 ans de faire une isolation par l'extérieur. Bah, on lui a conseillé d'attendre de faire l'isolation par l'extérieur pour changer ses menuiseries, pour justement que ce soit fait en bonne intelligence et pas du coup, bah, mettre ses menuiseries, puis après isoler et ce serait pas forcément très performant et du coup, ça pourrait tuer aussi le gisement, réduire aussi les aides et les performances derrière. Donc c'est ça, c'est travailler intelligemment dans ce sens-là. Et après aussi, c'est dans l'idée aussi, c'est que quand on fait des travaux, souvent quand on a fini les travaux, voilà, on en a un peu marre, on n'a plus envie de repartir 1 an ou 2 ans après sur des travaux parce que bah, ça prend du temps, parce que c'est un peu intrusif, voilà. Et donc il y a aussi cette idée-là d'essayer de grouper tous les travaux. Parce qu'on sait on sait très bien que voilà, on va pas faire des travaux tous les ans et que c'est un peu plus compliqué. Sur cette question-là, sur ce sujet-là, il y a une étude qui a été faite, justement, je vous la mettrai après dans le mail que je vous enverrai, justement, typiquement sur le nombre d'étapes qu'il faut, enfin, le nombre d'étapes maximum qu'il faut pour une rénovation globale et les conditions pour que la rénovation par étape puisse amener à une rénovation BBC. Et c'est quand même des conditions assez nombreuses. Et donc, je pourrais vous le mettre aussi pour que vous puissiez regarder un petit peu de quoi il est question sur ce slide-là. Oui, je crois que j'ai vu une question. Comment faire alors pour ces poseurs? Ah oui, c'est encore sur la question de la pose des menuiseries. Monsieur Nivet a une réponse. Comment faire, quelle est la question par rapport aux Ben, en poseurs? fait, c'est toujours par rapport aux poseurs, par rapport aux menuiseries qui n'ont pas été mal posées. Comment C'est faire une du coup par rapport malfaçon, ouais. à ces poseurs? Une Est-ce qu'il fois y que a c'est fait des ou astuces? Non, je pense avant. Est-ce qu'il y a des astuces ou bah, des recommandations, des points de vigilance à avoir? ouais, les points de vigilance. Après, c'est justement aussi le rôle de l'accompagnateur à ce niveau-là. C'est qui justement, quand on pose des menuiseries, il y a des règles de l'art à respecter et justement, à avoir une bonne étanchéité à l'air, c'est ce qui est le plus important. Donc, peut-être dans un premier temps, par rapport à l'artisan, dans un premier temps, leur faire part de votre connaissance, dans le sens où oui, c'est important de faire attention à cette étanchéité à l'air. Ça pourra déjà, bah, un peu les alerter en se disant: «Le client sait de quoi il parle, donc nous aussi on sera vigilants à ce que ce soit bien fait» et à être présent le jour où les menuiseries sont posées et s'assurer que les compribantes sont bien posées, ce genre de choses. Après c'est sûr que c'est des notions techniques que n'importe quel particulier ne peut pas avoir, mais c'est aussi un peu le rôle, heu, que peut avoir l'accompagnateur. Nous par exemple, on passe pas tous les jours sur le chantier, mais sur certains points, par exemple sur la pose des menuiseries, en général, on va essayer de passer, sur le chantier à ce moment-là pour, voilà, bah, pour être sûr que ce soit bien fait et que l'artisan respecte bien ce pourquoi il s'est engagé. Il y a peut-être aussi la question de la sous-traitance où voilà, faut faire attention. La sous-traitance, c'est pas mal utilisé dans ce type de travaux, mais ça peut être voilà, un point de vigilance à essayer déjà de savoir si ça va être des sous-traitants ou l'entreprise directement qui va poser. Normalement, ça doit être indiqué sur le devis. Et puis essayer
Enfin, en tout cas, c'est un point de vigilance sur ça. Voilà, après, il y a des choses qui, entre guillemets, ne trompent pas, hein. Alors, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, hein, mais un artisan qui est disponible du jour au lendemain et qui peut venir vous poser menuiserie d'une semaine à l'autre, c'est que, bon, bah, il peut peut-être y avoir une interrogation sur comment ça se fait que cet artisan-là est disponible, sachant que les artisans qu'il y a autour de nous en ce moment qui travaillent chez certains de nos clients, on se rend compte qu'ils sont pas disponibles avant 7, 8 semaines, voire plus selon les artisans. Donc ouais, il y a des petits points qui peuvent des fois aussi vous alerter sur la compétence ou non, de l'artisan, quoi. Et du coup, en complément, vous pouvez aussi nous transmettre les devis, comme on l'a dit au début, soit via l'outre, soit via un contact que vous pouvez avoir avec nous, pour qu'on puisse vous accompagner, vous aider dans l'analyse, dans le choix, dans les points de vigilance à avoir pour essayer de réduire au plus ce risque-là. Une auditrice, allez, on va prendre la dernière question, puisqu'après je vois le temps qui passe. Une auditrice m'avait proposé dans une des solutions un système de récupérateur sur eau grise proposé par une startup aixoise, mais je ne vois nulle part mention de cette solution novatrice pour les aides. Est-ce que ça peut poser problème si je choisis cette solution plutôt qu'un chauffe-eau thermodynamique qui me reviendrait plus cher? Ça a coupé sur le En un fait, c'est récupérateur. un système de récupération sur eau grise, de récupérateur sur eau grise pour l'eau chaude en fait. Ouais, 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 je vois. Alors je j'ai pas eu l'occasion moi de voir ça chez mes clients dernièrement. Bah, Est-ce que après, je pense que en fait, si je comprends bien la question, c'est que est-ce que ça peut la pénaliser dans l'audit énergétique de cette solution? Donc déjà, il faut que dans l'audit énergétique, il y ait cette solution disponible. Je pense que c'est le cas, mais à voir si elle est s'il y a déjà elle est caractérisée, on va dire comme dans la base de données des audits énergétiques. Et puis après, si elle est caractérisée, bah, si elle est suffisamment performante, il n'y a pas de raison que ça vous pénalise. En fait. Ouais, la seule question que j'aurais, pardon, je vous coupe, c'est est-ce que l'ANA ne mettrait pas son veto sur un produit qui n'est pas forcément, enfin, pas reconnu, mais homologué pour Ouais, les aides? C'est ça, moi, c'est la seule question que je me pose, quoi. ça ne semble pas, MJ, ça ne semble pas caractérisé. Oui, c'est ça. C'est que le problème, c'est que si c'est pas caractérisé, l'auditeur, il va soit devoir mettre quelque chose par défaut qui sera a priori moins performant que le système en question, soit je sais pas comment il va faire l'auditeur, mais effectivement, si c'est pas caractérisé parce que c'est en développement ou c'est parce que c'est pas encore vraiment à échelle industrielle ou voilà, effectivement, ça peut être un risque. On dit que ça marche très bien sur les copros. Oui, ça m'étonne pas parce qu'effectivement, il y a un débit plus important et donc ça permet de récupérer plus. C'est proposé dans l'audit. Ok. Bah, alors, si c'est dans la base de données, ça doit être, doit y avoir des performances qui permettent d'atteindre ça. Après, l'eau chaude sanitaire, ça reste un poste qui est pas forcément prioritaire, en tout cas, qui représente pas forcément une part très importante dans les logements à rénover, parce que c'est souvent les postes sur le chauffage, sur l'isolation. Donc, donc après, ça ne devrait pas non plus vous pénaliser énormément euh, par rapport à la partie isolation, chauffage et autres. Voilà. Donc merci à tous d'avoir été là. Comme je vous disais, on vous transmettra les liens, la petite étude dont je vous ai parlé, le lien vers le PowerPoint et le lien YouTube pour le replay. Vous aurez aussi les différentes coordonnées des intervenants. Et puis voilà, on se retrouve comme d'habitude tous les mois à peu près pour les différents webinaires qui vont s'organiser par la suite. Vous recevrez tous les invitations pour pouvoir y participer. Je remercie Monsieur Nivet d'avoir pu participer Bah, et d'avoir merci, pu désolé répondre aux encore différentes pour le questions. retard, hein, j'étais au plus vite, malheureusement. Pas de problème. Merci à tous, bonne soirée et puis peut-être à bientôt sur un prochain webinaire. Et vous n'avez pas reçu les diapos? Oui, c'est normal, on va vous les envoyer sûrement début de semaine Dans les prochaine, jours le temps qui qu'on viennent, prépare ouais. le mail. Ouais, le temps qu'on prépare le mail, qu'on mette les différents liens dont on a parlé et voilà. Et qu'on attende aussi d'avoir mis sur YouTube le lien en replay pour vous envoyer un mail complet. Ah, les autres diapos des autres webinaires, ok. Et ben, du coup, demandez-nous par mail Ouais. quel diapo vous souhaitez, on vous les transmettra, Monsieur Dumais. Voilà.
Bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci Olivier Merci. pour cette gestion. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.